Nouvelle semaine d'information sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. Au sommaire, les gangs continuent de multiplier les attaques armées. Alors qu'une offensive a fait au moins 3 morts à Paco et près d'une dizaine de personnes enlevées. De l'Artibonite, le week-end a été sanglant avec au moins 10 morts dans la localité de Carrefour Pay lors d'un nouveau massacre perpétré par le gang de Savien. Scandale financier, le RNDDH accuse le CPT de dilapider plus d'1 milliard de gourdes. Selon un rapport du RNDDH publié vendredi, les membres du Conseil présidentiel de transition coûtent plus d'1 milliard de gourdes par an à l'État, entre salaires et avantages divers, en pleine crise humanitaire et sécuritaire. Également à la une de ce lundi, tandis qu'Haïti s'enlise dans un bourbier politico-sécuritaire, la République dominicaine accueille successivement des responsables américains et russes pour consolider ses positions diplomatiques. Notre invité ce soir pour analyser l'actualité, c'est le docteur Jean-Hénold Buton. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. On démarre ce journal par un tableau sombre de la situation sécuritaire. Une dizaine de civils ont été tués et plusieurs autres blessés le week-end dernier à Savian, dans le bar Artibonite par des membres du gang de Grand Griffe, selon les informations recueillies par notre correspondant de la zone, Mario Charles. Plusieurs chauffeurs et passagers circulant sur la route nationale numéro 1 ont également été enlevés. Malgré la présence d'un véhicule blindé au Carrefour Pay, les attaques du gang continuent. Parallèlement dans la capitale, une attaque des gangs perpétrée tôt ce lundi à Babiole, non loin de Paco et de Turgeau, a fait de nouvelles victimes dans les rangs de la population. Les riverains dénoncent l'assassinat d'un adolescent par les malfrats et l'enlèvement de plusieurs personnes. Une situation qui a intensifié les déplacements massifs. Sur le qui-vive, les habitants de ces quartiers appellent les forces de l'ordre à encadrer les brigades d'autodéfense afin de contrer les assauts des criminels. Suivez ce reportage de Réti Fortuné et de Guitry Choisy. Cette vidéo de l'exécution de plusieurs personnes devenue virale sur les réseaux sociaux illustre la persistance de la violence des gangs dans les quartiers depuis l'arrivée au pouvoir du CPT. En dépit de maintes tentatives annoncées par les dirigeants et de l'utilisation de drones kamikazes dans certaines zones, les criminels poursuivent leurs exactions. À Paco, Babiole notamment, la violence atteint son comble. Tout le monde fait une beauté, tout le monde a beauté. Maintenant, il y a arrivé en bas, il y a arrivé dans Babiole. Babiole, là, dans le chochot, dans le dossier, c'est aussi, mon aussi, jeune garçon qui a 13 ans, 16 ou bien 17 ans, il a sorti le salaire là, il a mis le nom. Comme ça, le médicament beauté. Non, mais il a des grands monde. Et monde qui là, c'est monde qui beauté. Une journée difficile vécue par ses habitants après des semaines de pression constante exercée par les gangs. Les brigades d'autodéfense qui tentaient de résister jusque-là font face à un manque de moyens, alors que les opérations des forces de l'ordre se font attendre. Cette dernière attaque dans ces zones a causé de nombreuses victimes, soulignent les riverains. En matin là, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de tirer comme ça, non? Et les chars, ils tirent. Ils ont des gens à la veille, ils tuent les gens à la moun. Ils prennent partenaire nous à la veille là, on partenaire de Pierre Richard. Et puis ils tuent les gens. On va faire de tuer. Parce que c'est pas des gens, c'est pour ça qu'ils travaillent avec des gens, puis devant la cale avec des gens qui déquêtent. Parallèlement, tout au long du week-end, des tirs ont résonné dans certaines zones et permis aux gangs armés de renforcer leur emprise dans certaines autres. Alors que la population est plongée dans la stupeur, des acteurs agitent de plus en plus l'idée d'un dialogue avec les bandes armées. Bon, je ne parle pas pour me personne, non. Vous comprenez, là, c'est pas capable de dire, il y a des partis qui sont opposés, il y a des partis qui ont fait ça, etc. Même pas, il doit nous dire non, pourquoi ça? Ça demande de respect, c'est ça ma boule là. C'est pour nous apprendre, il faut que les gens deviennent beaucoup plus civilisés parce que exclusion signifie le respect de l'autre. Ok? C'est pas dire n'importe qui bagaille et vous pensez que soit dit c'est ça. Non. Au moins, le respect à commencer du fait que vous apprenez à attendre, à comprendre ce qui se passe, parce que l'homme a un comportement, l'homme a bourré, ou bien l'homme a fâché, écrasé, c'est pour comprendre. Pour contrecarrer ce phénomène,
les autorités ont adopté ce qu'elles nomment un budget de guerre. Des équipements sont promis aux forces de l'ordre pour être plus efficaces sur le terrain. Pourtant, plus d'1 milliard de gourdes ont déjà été dilapidées par le Conseil présidentiel de transition, dénonce le réseau national de défense des droits humains. En politique, 1 an après son installation, le Conseil présidentiel de transition est accusé par le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, d'avoir détourné plus d'1 milliard de gourdes pour financer un train de vie luxueux au détriment d'une population en crise. Selon un rapport publié le 25 avril 2025, chaque membre coûte environ 10 millions de gourdes par mois à l'État, entre salaires, primes d'hiver, cartes de débit, frais d'alimentation, de logement, de carburant et de communication, pour un total dépassant 1,2 milliard de gourdes par an. Le RNDDH dénonce une gouvernance de prédation où les intérêts personnels ont pris le pas sur les questions de réforme, de sécurité et des élections. Alors que les dirigeants actuels s'enlisent dans des scandales financiers en plein milieu de l'une des pires crises de l'histoire moderne d'Haïti, la République dominicaine, elle, renforce sa diplomatie. Après avoir accueilli le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le gouvernement dominicain se prépare à recevoir cette semaine le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Pour mieux comprendre les enjeux, nous recevons le docteur Jean-Enold Buteau, responsable de la structure politique alternative socialiste. Mais au prime abord, nous aborderons avec lui la situation en Haïti. Docteur Buteau, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir Madame Barthelemy. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité avec vous. Merci encore de votre disponibilité. Nous sommes ici pour commenter l'actualité. Nous savions que le Conseil présidentiel de transition, qui avait pour principale mission, entre autres, de rétablir la sécurité, après 1 an, votre bilan? Comme disait un philosophe haïtien, tout bilan est négatif. Dès qu'on fait un bilan, il est négatif. Donc peut-être que je devrais commencer par là, mais c'est une boutade, ce n'est pas la vérité. Je pense qu'il faudrait peut-être serrer la situation. Et je ne peux pas être vraiment binaire dans cette histoire de dire, par exemple, oui, le bilan est positif, ou non, le bilan est négatif. Nous devons d'abord établir le contexte. Nous sommes dans un contexte clairement de changement de régime. Nous sommes dans un contexte de changement de régime, à savoir, il y a eu ce qu'on appelle le régime PHTK pendant 12-13 ans, c'est-à-dire les 5 de Martelly, les 5 de Jovenel, les 3 d'Ariel Henry, et avec tout le résultat que nous savons, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, nous pouvons parler de résultats, non pas parce que je ne suis pas de ce groupe politique, mais tout simplement parce que ce groupe politique, quand même, avait des promesses électorales. Ce groupe politique est venu au pouvoir avec tout un ensemble de bagages, un discours, etc. Son vagabond besoin, sous prétexte que le vagabond allait faire le développement. Bref, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le procès de PHTK que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas ici non plus pour cela. Et ce n'est pas non plus le procès du CPT. Comme j'ai dit, c'est un contexte de post-régime. Mais ceux qui ont les rênes du pouvoir, dans ce contexte d'après-régime, on leur avait donné, ou bien on leur avait signifié des exigences. Est-ce qu'ils ont respecté ces exigences? Clairement non. Puisque vous l'avez évoqué, la question de la sécurité est catastrophique. Mais je pense que nous devons avoir peut-être plus de culture politique, avoir plus d'intelligence. Et c'est pour cela que les gens qui ont une culture tout court, des gens qui sont préparés, parce que nous avons trop souvent et trop longtemps été confrontés à des gens à la tête de l'État qui ont été impréparés, pas du tout préparés pour cette tâche. Donc, donc quand on fait cette analyse aussi, on ne peut pas dire de façon unitaire, comme la sécurité n'est pas rétablie, oui, mais est-ce que nous allons avoir un gouvernement dans lequel nous avons, par exemple, quelqu'un qui vend des munitions aux gangs, ou bien quelqu'un qui détourne un conteneur de fusils d'assaut pour les gangs, et quand cette personne était Premier ministre? C'est ça le problème. Moi, je pense que nous devons être beaucoup plus perspicaces, beaucoup plus ingénieux,
et savoir vers quoi nous allons nous diriger. Je n'ai absolument aucun problème que ce CPT s'en aille, même si d'aucuns pensent que je peux avoir une quelconque proximité. Pas du tout, ce n'est pas ça. Mais je pense que le pays, enfin, parce que depuis 70 ans, nous pataugeons, dans la bêtise, nous devons faire un saut qualitatif avec ce pays pour avoir des dirigeants qui sont à la hauteur, non seulement de nos exigences, mais également des exigences du monde entier. Nous allons en parler de ce saut, mais avant tout, lors des discussions pour la mise en place de ce Conseil présidentiel de transition, certains observateurs prévoyaient déjà l'échec d'un conseil qui, avec 9 personnes issues de structures politiques différentes, d'idéologies différentes, est-ce que c'était si prévisible, ou du moins, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas donner raison à ces gens-là? Je ne suis pas sûr qu'on devrait donner raison à ces gens-là. Il est clair que les exigences du moment, excusez-moi, je répète le mot exigence, les exigences du moment ne pouvaient pas permettre l'hégémonie d'un ou d'un autre groupe. Ce n'était pas possible. Comment donc vais-je dire que il faut faire le gouvernement avec une seule personne? Par exemple, le représentant de Montana. Même si Montana en soi est déjà une mosaïque, mais le représentant de Montana, même si c'est une mosaïque, mais cette mosaïque avait été fondée avec des fondamentaux. Et ces fondamentaux sont clairs, c'est-à-dire, bon, il y a des points que je ne partage pas totalement, mais quand même, j'ai adhéré à Montana dans sa totalité. Donc, je pense que, ou bien je peux dire Montana, est-ce que ça va être la Valace, est-ce que ça va être... Il faut vous dire que moi, je n'ai rien contre le fait que le gouvernement soit une mosaïque. Le problème, c'est que les forces du status quo sont encore très présentes et très fortes à l'intérieur de ce CPT. Et c'est là d'où vient le problème. Je prends un exemple. Les 3 conseillers mêlés à cette histoire de banque de BNC, il est clair que, à mon avis, ces 3 conseillers auraient dû être mis de côté, non pas uniquement pour des raisons morales, même si la morale doit être réintroduite dans nos pratiques politiques. Mais ce n'est pas uniquement pour des raisons morales, mais c'est parce que justement cela aurait envoyé un signal nouveau à la population. Et les 9 personnes auraient pu le faire, les 9 ou bien les 7. Et je pense que ce signal nouveau aurait pu correspondre à ce à quoi le pays aspire. Voilà, c'est ce que... mais ce n'est pas une question de dire... dernièrement, je pense que c'était en Belgique, pendant environ 2 ans, on a eu un gouvernement pluriel en Belgique. Et il y a eu d'autres pays aussi. Même en Haïti, on a eu d'expériences similaires. Il y a aujourd'hui un point qui revient sur la table, donc ça a été toujours le cas, mais avec ce rapport du RNDDH qui dénonce toute cette ingestion de la part du Conseil présidentiel de transition, un CPT budgétivore, donc à peu près 93,5 millions de gourdes par mois, qui tarde à donner des résultats, ou du moins qui ne donne pas de résultats concrets, notamment pour le rétablissement de la sécurité. Aujourd'hui, à ce stade, vous aviez dit tout à l'heure que vous n'avez aucun problème que ce CPT ne soit plus à la tête de ce pays. À ce stade, c'est clair que la population veut le rétablissement de la sécurité. C'est ça. Qu'est-ce qui doit être fait? Je pense que le CPT, c'est en quelque sorte, représente la présidence de la République. Ni dans la Constitution, ni dans les lois des différents ministères, les lois 4 des différents ministères, ou bien de l'État même, en fait. Il n'est dit nulle part que le président de la République, c'est l'organe responsable de la sécurité. Il y a un organe de la sécurité, c'est le Conseil supérieur de la police nationale. Ce Conseil supérieur, je pense que je ne suis pas en train de dire que ce CPT doit rester à tout prix, c'est-à-dire quels que soient les résultats, mais je pense que si ce CPT a le pouvoir suffisant pour faire les transformations suffisantes, je pense que le CPT peut envisager, et peut-être même doit envisager, une refonte totale du Conseil supérieur, ça veut dire du CSPN. Et pas du CPT. Je ne suis pas en train de... Mais si on veut parler de sécurité, ce n'est pas la fonction du CPT de faire la sécurité. Alors, lorsqu'on sait que ça a été l'un des points... C'est le président de la République qui choisit le Premier ministre et ensuite
le président de la République, bon, quand il y a un Parlement, ce Premier ministre va au Parlement, etc. Mais le président de la République choisit le directeur général de la police nationale. Dans le gouvernement, il y a le ministère de la Justice qui fait partie du CSPN, il y a le ministre de l'Intérieur qui fait partie du CSPN. Moi, je pense qu'à aucun moment, le CPT n'a pas cette fonction. Si je dois... Même si ça a été dit clairement dans la feuille de route. Dans la feuille de route, le gouvernement pas le gouvernement, pardon, l'accord donne au CPT la mission de rétablir la sécurité. En effet. Donc, il doit trouver la formule pour rétablir la sécurité. Mais je pense qu'il y a autre chose qui se joue. Je pense que le fait qu'il y a eu un déplacement du rapport de force à l'intérieur de la formule au pouvoir, c'est-à-dire désormais les tenants du statu quo ante qui avaient hégémonisé le pouvoir pendant 13 ans, vous allez voir qu'il y a une presse particulièrement virulente. Moi, je voudrais faire les transformations dans le CPT, mais tout en allant vers mieux. Et ce mieux, c'est quoi? Ce mieux, je pense que c'est tout ce qui peut nous permettre, dans un avenir très proche, de faire le saut qualitatif dont je vous parlais. C'est-à-dire avoir un gouvernement qui puisse aspirer profondément. Évidemment, le problème de sécurité doit être résolu aujourd'hui, hier, avant-hier, tellement c'est urgent. Mais ce qui est encore plus urgent, nous devons garantir l'avènement de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas trop me répéter, à savoir ce saut qualitatif. On ne peut pas patauger depuis le départ d'Estimé, de Dumancé Estimé, dans cette, je ne vais pas utiliser de mots grossiers, mais dans ce que nous observons là depuis 75 ans. Alors, vous avez évoqué le saut qualitatif et je suis sûr que tous les téléspectateurs aimeraient comprendre mieux ce que c'est un saut qualitatif dans le contexte que vous le dites. Ce saut, comment est-ce que vous le voyez? Quel acteur pourrait jouer un rôle clé dans ce saut qualitatif dont vous parlez? Si vous faites référence pour ce saut qualitatif à l'intérieur de la transition, je vous dirais immédiatement non. Ce saut qualitatif, je fais référence à l'avenir proche d'Haïti. Mais je veux parler d'élections, dans les prochaines élections. Même dans ce contexte, vous espérez que les élections... Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection possible. Nous sommes dans un pays pire que la guerre. Nous sommes dans un pays ravagé. Nous sommes dans un environnement totalement ravagé par la barbarie. Mais cette barbarie a été construite. Par la communauté internationale, comme certains pointent le doigt sur... Non, je ne vais pas tomber dans ce piège. Non, je ne vais pas du tout tomber dans ce piège. Cette barbarie a été construite par justement les 75 ans de dégouvernement que nous avons provoqués. Quand on me dit que, par exemple, hier j'avais une discussion avec un très grand intellectuel haïtien, un très grand écrivain, et on était assis, on mangeait ensemble, et il me disait, au moment où on jette les drones, on devait également distribuer du blé, etc. Je lui ai dit non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas seulement l'exclusion qui a provoqué ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est le dégouvernement. Parce que quand je vois que les inégalités existent au Salvador, au Guatemala, au Honduras, en République dominicaine, dans presque tous les petits pays d'Amérique latine, en Bolivie, etc. Mais à aucun moment, vous avez pu, enfin non pas à aucun moment, mais vous avez pu voir avec quelle facilité Bukele a pu... En effet, c'est ton modèle. A pu résoudre... Je ne partage pas ces méthodes, mais il a pu résoudre ce problème. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a eu des investissements publics dans ces pays. Il y a eu des investissements dans les infrastructures. Il y a eu... Donc, ce qui veut dire aucun petit caïd ne peut s'enfermer dans une tour et cette tour devient inexpugnable. En Haïti aujourd'hui, pratiquement tous les chefs de gang sont détenteurs de forteresses inexpugnables. Parce qu'il n'y a pas de force publique, il n'y a pas d'administration publique solide, les finances publiques sont effondrées. Vous venez de parler... Juste, la première responsabilité, c'est haïtienne. Absolument. Absolument. Alors que la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer dans le pays, chez les voisins de la République dominicaine, il y a le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui est attendu en République dominicaine pour l'inauguration de l'ambassade de ce pays. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, Haïti ne devrait pas envisager une telle possibilité, ou du moins, quel enjeu la Russie en République dominicaine?
D'abord, la politique étrangère, c'est quoi? La politique étrangère, c'est l'instrument par lequel un État essaie de préserver les conditions qui lui sont favorables, d'éloigner ou d'écarter celles qui ne le sont pas. La Russie, la Fédération russe, elle l'a hérité de l'Union soviétique, qui à son tour l'a hérité de l'Empire de l'Empire russe. Ils ont une très grande tradition de politique étrangère, de politique internationale, bien établie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont en train de faire. Là, et quand on regarde, c'est-à-dire ce mouvement, la Russie, il faut le voir du côté russe, il faut le voir du côté de la République dominicaine. La République dominicaine n'est pas à son coup d'essai. Rappelez-vous qu'il avait écarté Taïwan pour établir des relations normales avec la Chine. Ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, Parce que nous ne sommes pas maîtres de nous. Non, on pourrait être maître de soi. La première chose qui vous permet d'être maître de soi, c'est mettez l'ordre. Mettez l'ordre. Mettez l'ordre. Là, me dit l'ordre là, je parle de l'ordre dans le ventre, mon l'ordre dans la tête, mon l'ordre dans les soins de santé, l'ordre dans l'éducation, l'ordre, c'est-à-dire que nous sommes un pays qui fonctionne. Nous étions un pays qui fonctionnait jusqu'en 1946, 1950. Mais depuis, c'est devenu, c'est-à-dire d'abord un champ de barbarie, un champ de ruine. Ensuite, ça a continué. On pense que quand il y a l'État n'a jamais été aussi faible, que lorsqu'il se concentre exclusivement sur la répression. C'est le rôle primordial de l'État, c'est le renouvellement des conditions de production et la reproduction des conditions également. Ce n'est pas la simple question de l'État fort. L'État fort, c'est celui qui peut permettre l'émergence de l'ensemble de la société. Donc voilà pourquoi vous avez parlé de quel serait donc ce saut qualitatif. Ce saut qualitatif serait le jour où Haïti, comme un petit pays pauvre, nous puissions vraiment assurer l'émergence d'un État social, parce que pour moi, pour nous, c'est la seule possibilité d'avoir un État où tous les Haïtiens puissent se sentir haïtiens, avec un État social. Le saut qualitatif, c'est l'émergence de l'État social. Le saut qualitatif, c'est l'émergence de l'État social. Merci à vous, Dr Buteau, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de répondre à vos questions. Merci encore. Voilà donc les propos du Dr Buteau. Il était l'invité de Maître Nous ce soir. Avec lui, on commentait l'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. Le syndicaliste Gary Jean-Baptiste du SPNH 17 met en doute la volonté du gouvernement de lutter contre l'insécurité. Invité à l'émission Le Point ce lundi, il a dénoncé un manque d'engagement des autorités, parlant d'une insécurité programmée. Il appelle à une meilleure coordination entre les forces de l'ordre et exige que le budget de guerre équipe réellement la PNH en armes et munitions. Pour lui, il est urgent de frapper directement les centres de décision des gangs pour sauver le pays. Suivez un extrait de ces déclarations. Mais drone kamikaze, y a dit qu'il c'est des matériels achetés pour acheter au nom, sous nom la police pour sécurité, pour te résoudre le problème gang. Parce que je dis, nous voyons que moyen pour nous gagner pour entrer dans une série de foyers, qui c'est une série de blindés avec support aérien, parce que le territoire est contrôlé, côté base bandit, il y a un ensemble de matériel dans le je pensais qu'avec technologie et drone kamikaze, nous sommes capables d'aller plus vite. Eh bien, lorsque drone ça yo bouilla courir et dans le pays, eh bien nous-mêmes dans l'SPNH 17, nous sommes contents. Nous pensons que la police avec l'armée gagne drone ça, ils vont planifier ensemble une série d'opérations et puis il a utilisé drone ça pour capable et utiliser yo à bon escient. Mais nous voyons que son petit jouette qu'a fait et peut-être un objectif pour dire bandits nous avons oppression, mais ils n'ont pas utilisé à bon escient. Et jusqu'à présent, je dis, CPT n'a pas dit, société a, qui côté douane ça, parce qu'ils n'ont pas nommé la police, ils n'ont pas nommé l'armée. Ils n'ont pas nommé la police, ils n'ont pas nommé l'armée. Information qui est à circuler que douane ils ont nommé le président CSPN. Nous ne comprenons pas comment dans pays qui a la police avec l'armée, et puis c'est un président CSPN qui est Premier ministre, qui a gagné une série de matériel comme ça, sensible,
qui était utilisé pour résoudre, parce que c'est un matériel qui est capable d'utiliser pour résoudre et une série de problèmes, une série de foyers gang, une série de côtés, un monde qui chaque jour cap détruit monde qui des actes terroristes, eh bien, il a nommé président CSPN et gouvernement. Il pas venu nommer la police, il pas venu nommer l'armée. Ça veut dire que nous-mêmes nous inquiets, non seulement nous voyons que en pile fois, il y a quelques d'autres côté, il y a couru bruit, il y a des bandits mourir, etc. Mais en réalité, nous connaissons séparés. Nous tous ouais séparés. Parce que si on a utilisé des drones pour résoudre le problème de sécurité, on a utilisé dans le foyer gang, on a utilisé dans la base gang, tout le monde connaît côté. Nous venons voir que son petit jouet qu'a fait, c'est un bagage qu'a fait pour que yo règle affaire par yo. Et nous-mêmes nous inquiets non seulement pour drone ça yo, parce que nous connaissons bandits yo même déclaré et en pile cas côté la police arrêté ou bien dans l'opération qui bandit tombé une arme c'est arme la police. Eh bien quand des armes qui vont venir pour la police cal nan bandit, eh bien nous peur, nous très inquiets pour drone kamikaze yo qui ta existé qui n'a même gouvernement parce que c'est eux même qui gagne contrôle li pour ne pas aller joindre et bandits yo là ça c'est une catastrophe et c'est inquiétude ça nous même nous gagnons si vous avez un matériel qui vient qui a aidé nous dans la sécurité il doit aller joindre une force de sécurité c'est vrai capable de gagner des mesures qui prend pour empêcher ça arriver mais kembe yo pendant cette force de sécurité à lui-même sous terrain des fois d'eau n'a tombé pour la police souterrain, l'armée souterrain, pas gagné vraiment aucune communication, pas aucun contrôle sur lui. La police souterrain qui a mené l'opération, pas un contrôle sur lui. Nous pensons que c'est danger, c'est un danger qui pendait sous cette nation. C'est important pour que ça qu'a fait là, synchronisé pour que l'État décide pour une fois. Parce que jusqu'à présent, nous pouvons voir tout l'État a décidé de dire bon, on fait ça pour que nous résoudre le problème ça qui c'est insécurité. Sinon, je dis, nous avons que l'investissement qu'a fait, il a fait aller dans la sécurité. Pour refermer cette édition de Métro News, le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, a annoncé la création prochaine de cellules spécialisées dans les 18 juridictions du pays, ainsi que dans les représentations diplomatiques pour traiter les conflits fonciers, ne précisant pas de date pour leur mise en œuvre. Maître Pellissier a déclaré que le gouvernement veut faire de la lutte contre l'insécurité foncière une priorité. Il a également annoncé la relance prochaine de plusieurs initiatives visant à protéger les biens des citoyens de la diaspora contre les crimes fonciers. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guy Trichoisy. Fin des journées d'ateliers sur des conflits fonciers en Haïti, organisées le 25 avril dernier par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la délégation de l'Union européenne. Le ministre de la Justice, Patrick Pellissier, a mis l'accent sur la mise en place des cellules spécialisées dans les 18 juridictions du pays et envisage d'en établir au sein des représentations diplomatiques afin de renforcer la réponse judiciaire au bénéfice des justiciables tant en Haïti qu'à l'étranger. Le ministre Patrick Pellissier a également rappelé que plus de la moitié des litiges en Haïti sont d'origine foncière, une problématique complexe, enracinée dans une histoire encore marquée par des injustices non réparées. Il a souligné l'émergence de nouvelles formes d'insécurité foncière alimentées par la violence armée et des pratiques illégales. L'occasion pour le ministre de souligner que le gouvernement réaffirme sa détermination à faire de la sécurité foncière une priorité nationale. Nous arrivons au terme de notre première édition de Métro News pour cette semaine. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 28 avril 2025. Les gangs continuent de multiplier les attaques armées alors qu'une offensive a fait au moins 3 morts à Paco et près d'une dizaine de personnes enlevées. De l'Artibonite, le week-end a été sanglant avec au moins 10 morts dans la localité de Carrefour-Pay lors d'un nouveau massacre perpétré par le gang de Savien. Scandale financier, le RNDDH accuse le CPT de dilapider plus d'1 milliard de gourdes. Selon un rapport du RNDDH publié vendredi, les membres du Conseil présidentiel de transition coûtent plus d'1 milliard de gourdes par an à l'État.
entre salaires et avantages divers en pleine crise humanitaire et sécuritaire. Et puis tandis qu'Haïti s'enlise dans un bourbier politico-sécuritaire, la République dominicaine accueille successivement des responsables américains et russes pour consolider ses positions diplomatiques. Notre invité a été le docteur Jean-Enold Buteau. C'est sur ces dernières informations que nous refermons notre première édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.